Alors que la France et l'Europe ont commémoré ce jeudi la capitulation de l'Allemagne nazie le 8 mai 1945 et la victoire de la démocratie sur le fascisme, arrêtons-nous ce matin dans notre discussion sur cette notion. Si on utilise sans crainte le terme fascisme pour désigner la période de l'entre-deux-guerres et celle de la Seconde Guerre mondiale, qu'en est-il aujourd'hui? Certes, l'histoire se répète, mais peut-on vraiment comparer ces périodes? Non, certainement, mais attention à ne pas disqualifier non plus cette notion. Vous l'expliquez bien dans votre livre, Hugo Paletta. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, maître de conférences à l'Université de Lille, rattaché à l'équipe Culture et Société urbaine du Centre de recherche sociologique et politique de Paris, et auteur donc de ce livre, Comment le fascisme gagne la France, aux éditions La Découverte. Pour échanger avec vous et pour comprendre aussi comment les idées d'extrême droite se diffusent dans la société, nous avons convié Léane Alestra. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste, chercheuse en études de genre et vous venez de publier cet essai intitulé Les vigilantes, surveillées et surveillantes, ces femmes au cœur de l'extrême droite, aux éditions J.C. Lattès. On va peut-être commencer par votre livre, Léane Alestra. Vous pointez du doigt au début de ce livre ce paradoxe. Comment se fait-il que les femmes adhèrent à une idéologie qui, on peut le dire, s'oppose en quelque sorte à ce qu'elles sont? Comment est-ce qu'on peut être d'extrême droite et féministe? C'est ça la question. On ne peut pas être d'extrême droite et féministe puisque le féminisme est un mouvement de libération de tous les corps minorisés et des femmes qui luttent du coup pour une autonomie des corps, alors que l'extrême droite, elle, enjoint à plus de surveillance et de contrôle du corps des femmes. Donc certaines femmes d'extrême droite utilisent le terme féministe pour se placer dans le débat médiatique, vu que le féminisme est aujourd'hui un courant de masse assez important, notamment en France. Alors, vous dites qu'on ne peut pas, et pourtant, vous le montrez aussi dans votre livre, les femmes sont de plus en plus présentes, en quelque sorte, dans ces mouvements aussi? Oui, en fait, concernant les femmes blanches, par exemple, elles sont à l'interstice entre ce qui compte et ce qui ne compte pas dans le corps social. Donc certaines vont choisir de rejoindre le camp du statu quo et de le défendre, alors que d'autres vont essayer de se mettre plutôt à gauche et plutôt du côté des dominés. Donc voilà. Est-ce qu'on peut dire, Hugo Paletta, que c'est un phénomène nouveau ou récent, l'implication des femmes dans ces mouvements idéologiques, et peut-être est-ce qu'on peut dire que l'idée d'un mouvement d'extrême droite avec une image assez viriliste ou très antiféministe, effectivement, c'est terminé? Non, d'abord, les travaux de Magali Della Souda ont bien montré qu'il y a toujours eu des grands mouvements féminins d'extrême droite, alors qui ne se revendiquaient pas du féminisme, mais des mouvements féminins, notamment par exemple liés à l'Action française, dans la première moitié du XXe siècle en France. Par ailleurs, il y a une singularité française dans la période récente, c'est que le gender gap, c'est-à-dire le différentiel électoral entre hommes et femmes, en France, c'est beaucoup réduit par rapport notamment dans le cas du RN, alors qu'il y avait un important différentiel entre le vote des hommes et des femmes pour l'extrême droite. Ça veut dire qu'il y a quasiment autant d'hommes que de femmes qui votent pour le Rassemblement national. Oui, en 2022, à l'élection présidentielle, c'était le cas. Par contre, au niveau international, le gender gap n'a pas cessé de progresser. C'est-à-dire qu'au niveau international, on a plutôt, notamment chez les jeunes, une radicalisation à droite, une extrémisation à droite, notamment masculiniste, homophobe, etc., du côté des jeunes hommes, et plutôt des jeunes femmes qui deviennent plus progressistes. Et dans les élections en Allemagne, par exemple, récentes, c'était extrêmement frappant. Il y avait un très fort vote des jeunes femmes de 18-25 ans pour la gauche, notamment la gauche radicale, Die Linke, et un fort vote des hommes, beaucoup plus fort pour l'AfD, c'est-à-dire pour l'extrême droite. Alors on expliquera peut-être tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il y a cette particularité française, Léane Alestra. Mais je voulais juste préciser que le vote à l'extrême droite pour les femmes en Allemagne a quand même doublé en quelques années et que 53% des femmes ont voté pour Donald Trump aux dernières élections. Alors vous dites, Léane Alestra, qu'on sous-estime le rôle des femmes dans la promotion du nationalisme. C'est d'ailleurs le but de votre livre, analyser effectivement comment les femmes participent à ces mouvements et comment se construisent ces dynamiques de pouvoir. Oui, et puis surtout comment elles sont placées au cœur en fait du récit national, parce que elles font partie en fait de la mythologie nationaliste, puisque tous les nationalismes sont genrés, et en fait pour l'extrême droite c'est important d'investir plusieurs figures féminines, notamment celle de la mère de la nation, qui va reproduire en fait le corps social, et donc en fait on va dire qu'il faut surveiller les femmes, puisque dans cet imaginaire-là, les femmes c'est elles qui vont éduquer les citoyens à venir, et donc si elles ont une moralité qu'on juge corrompue entre guillemets,
eh bien, elles vont élever une génération qui va faire, selon eux, dégénérer la race, entre guillemets, pour le dire très grossièrement. Vous avez, et vous expliquez dans ce livre, ce concept clé qui est le fémonationalisme. Alors on va s'arrêter sur ce terme pour essayer de l'expliquer. D'où vient cette théorie? Qu'est-ce que ça signifie? Alors le fémonationalisme, c'est une notion qui a été créée par la sociologue Sarah R. Faris pour parler de l'utilisation du féminisme à des fins sécuritaires, xénophobes, réactionnaires et surtout racistes. C'est pas quelque chose qui a trait seulement à l'extrême droite, c'est quelque chose qui a été institutionnalisé avec le féminisme d'État notamment. Donc par exemple, Marlène Schiappa est un très bon exemple de fémonationalisme, et on va dire que par exemple des groupuscules identitaires comme Némésis sont la pointe la plus avancée du fémonationalisme. On pourrait même parler de fémofascisme dans leur cas. Ça veut dire quoi quand vous prenez l'exemple de Marianne Schiappa, par exemple? Marlène Schiappa, par exemple, quand elle met en place une loi pour soi-disant lutter contre le harcèlement de rue et qui en fait sert juste à mettre des policiers dans les quartiers populaires, eh bien là on voit que c'est un usage d'une rhétorique féministe pour des fins sécuritaires. Hugo Paletta, sur cette utilisation, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, du féminisme et de la défense du féminisme dans le cadre du fascisme, comment est-ce que vous l'analysez? Il y a la nécessité en permanence de trouver des moyens rhétoriques, de cibler un ennemi de l'intérieur, de construire un certain nombre de groupes comme ennemis de l'intérieur pour favoriser une sorte d'unanimité nationale, raciale contre cet ennemi de l'intérieur. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est moins les juifs, comme c'était le cas dans l'entre-deux-guerres, qui sont ciblés par l'extrême droite ou les droites nationalistes ou radicales, que les musulmans et musulmanes, et par ailleurs l'ensemble des immigrés, je dirais, post-coloniaux ou non européens. Et d'une certaine manière, ça va être l'idée de dire ils sont extérieurs à la civilisation, ce sont des barbares, ils sont hostiles aux droits des femmes, ils sont intrinsèquement violents à l'encontre des femmes, alors que toutes les études sociologiques montrent que les violences faites aux femmes se retrouvent dans toutes les couches sociales et dans tous les groupes sociaux, peu importe l'origine, etc. Mais on va donc cibler de manière assez systématique ces groupes immigrés, notamment du Sud global ou des Sud globaux, et les musulmans et les musulmans, notamment les hommes musulmans, comme les vrais responsables de la persistance du patriarcat dans la société française, y compris de la part de gens comme Éric Zemmour, qui sont accusés assez largement d'avoir commis des violences à l'encontre de femmes. Ou, enfin, ça pourrait être la rhétorique de Trump, qui lui-même est accusé de violences sexistes et sexuelles. Donc il y a évidemment un caractère extraordinairement hypocrite de la part de ces acteurs du fémonationnisme, qui ne sont pas que des femmes. Il y a des hommes aussi qui jouent sur cette rhétorique. Léana Lestra. Oui, et puis ça leur permet de dire que du coup, il n'y a plus de problème en France quand ça vient des hommes blancs, puisque ce serait toujours l'étranger. Donc c'est pour ça que les politiques fémonationalistes, elles sont racistes, mais elles sont aussi toujours sexistes, puisqu'elles permettent de réassigner les femmes en leur disant que il n'y a plus de problème, circuler, il n'y a rien à voir, le problème est extérieur. Ce détournement, en quelque sorte, de ces questions d'égalité, de ces questions de défense de droits, et comme vous l'avez dit, de groupes séparés et identifiés, est-ce que ça participe, Hugo Paletta, justement, à cette comment dire, métamorphose, ou en tout cas renaissance de ce mouvement fasciste? Oui, parce que l'un des traits du néofascisme, c'est notamment que le type de racisme que ces forces politiques proposent, contrairement à l'entre-deux-guerres où il était très imprégné de racisme pseudo-biologique, pseudo-scientifique, aujourd'hui il est culturalisé. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler d'inégalité des races ou de supériorité de la race blanche ou aryenne ou germanique, etc. On va parler d'incompatibilité des cultures, on va dire qu'il faut défendre notre identité. Notre identité serait liée de manière consubstantielle à l'universalisme, à la laïcité, aux lumières d'une certaine manière, faisant fi du fait que les législations qui ont permis l'égalité homme-femme sur le plan juridique, strictement juridique, sont en réalité très récentes à l'échelle de la société française. Donc voilà, donc s'il y a eu cette culturalisation du racisme, et effectivement c'est très profitable à l'extrême droite parce que ça lui permet de mettre à distance effectivement la filiation avec le fascisme de l'entre-deux-guerres qu'on associe volontiers au nazisme et notamment à l'antisémitisme dans sa forme la plus racialiste et pseudo-biologique, avec l'idée de race juive versus race aryenne. Évidemment, l'extrême droite ne pratique plus cette rhétorique, elle pratique un racisme culturalisé et trouve d'une certaine manière des nouvelles rhétoriques pour faire passer et pour légitimer ce discours qui cible un ennemi de l'intérieur. Il construit notamment les musulmans comme ennemis de l'intérieur.
Sur cette récupération des idées féministes, Léana Lestra, est-ce que c'est ça aussi qui fait que plus, en gros, on parle de féminisme, plus les femmes acquièrent de droits et vont vers l'égalité, plus c'est récupéré en quelque sorte, et cela engage en quelque sorte des diffusions d'idées d'extrême droite, en tout cas, et perturbe peut-être aussi ce discours. À un moment donné, on ne sait plus si on est féministe ou pas, si on est féministe, de quel camp on est, en fait, en quelque sorte. Les historiennes du féminisme ont montré que déjà, quand le féminisme est au plus fort, tous les échiquier politique s'en réclament. C'est un peu pareil pour l'écologie, comme je le disais, ça permet de se placer dans le débat public. Puis après, l'extrême droite, notamment le Rassemblement national, aujourd'hui en France, doit, vu qu'il veut prendre le pouvoir par les urnes, présenter des femmes et donc se plier aux quotas et aussi séduire un électorat féminin. Donc en fait, ils sont aussi tributaires des avancées qui ont été obtenues en termes de droits pour les femmes. Donc ils essayent d'en jouer. On verra peut-être plus tard à quel point aussi ils trébuchent. Enfin, en tout cas, pour les femmes d'extrême droite, parfois, elles trébuchent face à ces injonctions contradictoires. Et donc, oui, c'est forcément, en fait, les réactionnaires n'ayant pas de mouvements sociaux, n'ayant pas d'idées nouvelles et essayant d'imposer un programme réactionnaire, eh bien, ils essayent de se greffer à des mouvements sociaux qui sont populaires pour s'ancrer dans le débat public, oui. Vous parlez, c'est le titre de votre livre, Les Vigilantes, de cette notion de vigilance. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous parlez même de contrat de vigilance. Comment est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, en fait, on est dans une société où le tout sécuritaire est de plus en plus prégnant et donc on va demander, notamment aux femmes, mais pas que, d'incarner une forme de vigilance. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une femme vigilante? C'est une femme à qui on va demander déjà d'être vigilante envers elle-même et de représenter une bonne forme de féminité en faisant attention à son poids, à la façon dont elle se place dans le monde, dont elle marche, dont elle parle, etc. Et aussi d'être vigilante, cette fois au sens de vigie, donc c'est-à-dire de servir le statu quo en surveillant, voire en opprimant les personnes qui sont inférieures à elle dans la hiérarchie sociale. Et donc le contrat de vigilance dont je parle dans le livre, c'est celui de l'assimilation auquel on demande, auquel l'extrême droite fait croire plutôt aux femmes blanches notamment, que si elles s'assimilent, que si elles servent bien le statu quo, elles auront accès à de nouveaux privilèges ou de nouveaux pouvoirs, ce qui peut être le cas puisque aujourd'hui, si on est journaliste par exemple, c'est plus facile de rentrer à Valeurs Actuelles qu'à Libération ou à l'Humanité parce qu'il y a plus de place. Donc à court terme, elles peuvent avoir des privilèges, mais on verra qu'à long terme, il y a très souvent un effet boomerang. Hugo Paletta, on a commencé à le dire sur cette transformation, renaissance, rénovation du racisme, mais c'est effectivement un terme qu'on a parfois du mal à définir, à cerner, et vous l'expliquez très bien dans un chapitre de votre livre. Justement, qu'est-ce qui rend cette notion si peu palpable peut-être? C'est la notion de fascisme, c'est une notion qui je crois, est à la fois familière. On a plein d'images associées au fascisme, ne serait-ce que les images du génocide provoquées par cette variété allemande du fascisme qui était le nazisme, ou qu'on associe le fascisme aux sections d'assaut, par exemple les SA en Allemagne qui allaient brutaliser, qui allaient tuer, harceler des opposants de gauche, ou la minorité juive en Allemagne. En même temps, c'est une image qui est assez lointaine et qui peut nous égarer d'une certaine manière, nous faire oublier que le fascisme n'est pas né d'ailleurs en réalité en Italie à la fin des années 10 avec Mussolini. L'historien Zev Sternel avait bien montré que l'idée fasciste, la synthèse intellectuelle à l'origine du fascisme et la vision du fasciste du monde en fait était antérieure, même antérieure à la Première Guerre mondiale, qu'elle avait sans doute d'ailleurs des origines françaises, alors ça fait débat, mais que par ailleurs Zev Sternel disait elle n'est pas morte cette idée, cette vision du monde dans les décombres de Berlin en 1945. C'est pas quand on a signé effectivement la capitulation de l'Allemagne que le fascisme s'est arrêté. Tout à fait, et on a oublié d'une certaine manière, on n'a pas pris suffisamment au sérieux l'avertissement du dramaturge Bertolt Brecht. Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. Le ventre, c'est nos sociétés perclues d'inégalités, d'injustice, de discrimination, d'exploitation, d'oppression, etc. et qui génèrent en quelque sorte des phénomènes fascistes. Et notamment le fascisme va exister ou va persister d'une certaine manière, notamment sous cette forme de vision du monde qui ne va pas prendre les mêmes formes organisées ou organisationnelles. Je ne crois pas que, dans la plupart des pays, l'extrême droite n'existe plus aujourd'hui comme dans les années 20 et 30 sous la forme de partis milices, même s'il existe des groupes violents qui naviguent autour des grandes organisations électorales institutionnelles comme le RN ou l'AfD en Allemagne ou Fratelli d'Italia. Mais la vision fasciste du monde a persisté avec certains éléments fondamentaux qu'on retrouve en permanence, l'obsession du déclin, de la décadence, le fait que cette décadence de la nation serait liée à la submersion migratoire, à la tyrannie de minorités, que ce soit la
minorité juive dans les années 20 ou 30 ou la minorité musulmane aujourd'hui, la haine de l'égalité, de toutes les égalités de classe, de genre, raciale, et des mouvements qui portent l'exigence d'égalité. Et puis enfin, un idéal de régénération nationale et civilisationnelle, la civilisation européenne ou la nation française selon les courants, mais qui devrait passer donc, par une forme de purification. Pour que la nation renaisse, la nation française retrouve sa grandeur, pour prendre les mots de Trump, eh bien, il faudrait qu'elle s'épure en quelque sorte politiquement et racialement ou ethno-racialement des minorités qui l'empêchent de continuer à être elle-même. La France doit rester la France, on dit souvent dans l'extrême droite, qui l'empêche d'être elle-même, d'être fidèle à son identité profonde, à ses racines, mais aussi se débarrasser d'une manière ou d'une autre des mouvements qui prennent le parti de l'étranger. Donc c'est pour ça que, par exemple, Frontière fait sa une sur le parti de l'étranger, en retrouvant une rhétorique de l'extrême droite antisémite de la fin du XIXe siècle. C'est tout à fait significatif de l'ambiance dans laquelle on est, où notamment la gauche, et pas simplement la France insoumise, en réalité, on l'a vu au moment du nouveau Front populaire, est vilipendée comme faisant le lit de ces minorités tyranniques, favorisant cette submersion migratoire, etc. Et donc, dans le contexte d'aujourd'hui, puisque c'est aussi ça que vous analysez, effectivement, vous vous posez des questions nombreuses dans ce livre, notamment, j'en cite quelques-unes. Comment expliquer le retour au premier plan, plus le développement des idées de l'extrême droite française à partir des années 80? Qu'est-ce qui redonne une actualité à un projet fasciste de régénération d'une nation considérée comme en déclin? C'est ce que vous venez d'expliquer. Le terreau, peut-être, d'abord, c'est la décomposition du champ politique, c'est-à-dire qu'il y a, en quelque sorte, un contexte qui laisse ces idées se développer. Oui, alors il y a beaucoup de terreaux. Il y en a un qu'on mentionne assez peu et que je voudrais mentionner, c'est le déclin de l'impérialisme français, de la France-Afrique, etc. C'est-à-dire que la France a toujours une puissance à l'international, d'ordre néocolonial en partie, mais elle est très contestée, elle est déclinante très clairement, et nous vivons dans une ère, Paul Gilroy disait, de mélancolie postcoloniale, de mélancolie de la puissance, de nostalgie de la grandeur et de la puissance de la France. C'est vrai aussi en Grande-Bretagne, d'une certaine manière c'est vrai aux États-Unis, dont la domination mondiale est contestée de fait par l'ascension de la Chine. Donc ça c'est un terreau important. Pierre Bourdieu le notait dès les années 80 dans ses cours sur l'État. Il disait si nous avons des réactions d'ultranationalisme fascistoïde, c'est que nous sommes de grands universalistes dominateurs en déclin. Et donc cette dimension-là est vraiment importante. Après, oui, il y a évidemment ce que vous notez, qui est un produit des années notamment 2010, c'est la décomposition du champ politique et l'affaiblissement, la délégitimation, plus ou moins forte selon les pays, c'est vrai, hein, mais suite à la crise notamment de 2007-2008, oui, c'est ça, il y a la domination des grands partis qui ont dominé la scène politique pendant des décennies. Ce tournant capitaliste, néolibéral. Et d'ailleurs, vous faites vous aussi, Léane Alestrin, un lien entre l'économie néolibérale et ce qu'on a défini tout à l'heure, c'est le fameux nationalisme. Oui, complètement. Les deux sont intrinsèques et sont liés. Dans le livre, je parle aussi donc dans cette idée toujours de vigilance et de ce que de quand l'extrême droite elle va être dans quelque chose qui trie les corps, qui essaye d'assigner et de maintenir les privilèges de naissance. D'une certaine façon, le néolibéralisme lui aussi ancre d'autant plus les privilèges de naissance et exacerbe les inégalités. Et on le voit aujourd'hui, par exemple dans les hôpitaux, les infirmières elles ont plus les moyens de soigner correctement et donc elles vont parfois être amenées à trier les corps avec des biais par exemple racistes. Et on sait que par exemple aujourd'hui les femmes et les hommes noirs ont beaucoup plus de chances de mourir ou d'être pas pris en charge parce que justement cette pression à trier qu'impose le néolibéralisme reproduit aussi ce qu'on appelle de la nécropolitique ou au moins de la biopolitique à cet endroit-là. Hugo Belletta. Oui, alors il y a un autre élément d'ailleurs qui est que je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2007-2008, on a Nicolas Sarkozy au pouvoir qui verse des larmes de crocodile sur la crise financière en disant tout ça c'est fini, la déréglementation financière, main sur le cœur, on va arrêter avec ça, les politiques en gros de déréglementation financière, on va rompre avec ça. Et en fait, c'est pas du tout ce qui est arrivé. En réalité, il y a eu une nouvelle potion qui a été imposée aux populations de politique néolibérale, de flexibilisation, de privatisation, d'austérité, etc. Et la conséquence, c'est une des conséquences parmi d'autres, hein, c'est, je dirais, l'intensification des concurrences
concurrence dans les sociétés occidentales, mais par exemple dans la société française, la concurrence sur le marché du travail avec la précarisation, la montée d'une forme d'incertitude vis-à-vis de l'emploi, et tout ça est une perte de confiance aussi. Bien sûr, une perte de confiance aussi dans les institutions, et tout ça est un bon moteur pour l'extrême droite, parce que si vous politisez cette peur de l'avenir pour soi ou pour ses enfants dans un sens, disons, xénophobe, anti-immigré, voire raciste, évidemment, c'est un cocktail qui est terrible, parce que vous dites, la menace pour vous, c'est que vous tombiez en quelque sorte dans... plus bas socialement que vous êtes, dans une forme de promiscuité avec ces groupes dangereux ou mal vus, en quelque sorte, des quartiers populaires notamment. Et donc, c'est quelque chose cette intensification des concurrences sur le marché du travail ou à l'école, par exemple, qui peut être un bon moteur pour l'extrême droite. Et c'est pas étonnant que l'extrême droite ait partout progressé dans les années 2010 avec les formes d'insécurisation sociale couplées à la montée des discours, je dirais, anti-immigrés et notamment islamophobes dans le débat public. Insécurisation sociale et de l'autre côté, pour terminer brièvement, Léana Lestra, aussi, une augmentation de la sécurité, du thème de la sécurité aussi. Oui, complètement. Et puis si on dit que l'économie ne peut pas changer et qu'on va aller vers toujours moins de ressources puisque les ultra-riches monopolisent les ressources, eh bien on se dit, puisque je ne peux pas changer, puisque rien ne change dans cette société, ça va être du chacun pour soi. Et donc moi, je vais prouver que je mérite plus que les autres parce que je suis blanc, parce que j'ai la nationalité française, parce que je suis une bonne femme, contrairement aux mauvaises femmes, etc. etc. On va continuer cette discussion dans une vingtaine de minutes, prendre des exemples de figures de femmes de l'extrême droite et puis aussi essayer de comprendre comment on peut réagir face à ce renouveau du fascisme. On fait une petite pause, on se retrouve dans 20 minutes avec nos invités et dans 1 minute pour le journal de la rédaction. À tout de suite. Les matins du samedi. Nicolas Herbeau. Nous poursuivons notre discussion ce matin sur le fascisme et la diffusion des idées d'extrême droite. Nous sommes toujours avec Hugo Paletta, sociologue, maître de conférence à l'Université de Lille et auteur du livre « Comment le fascisme gagne la France » aux éditions La Découverte. Et avec Léana Lestra, journaliste, chercheuse en études de genre et auteur de cet essai « Les vigilantes, surveillées et surveillantes, ces femmes au cœur de l'extrême droite » chez JC Lattès. Parmi ces femmes d'extrême droite que vous citez d'ailleurs, Léana Lestra, il y a celles qui sont au pouvoir ou qui tentent d'y accéder. On a pensé évidemment à Alice Weidel, la présidente de l'AfD en Allemagne, Giorgia Meloni qu'on a cité tout à l'heure en Italie, ou encore Marine Le Pen. Et pour revenir sur cette idée d'incarnation de ce que vous appelez aussi la mère de la patrie, la mère du peuple, c'est ça véritablement l'idée qu'elles veulent diffuser aussi dans ces mouvements-là? Oui, complètement. En fait, si on regarde celles qui sont vraiment au pouvoir, le point commun, c'est qu'elles ont toutes été mères. Et ça, c'est vraiment une obligation. Donc, on a Weidel, par exemple, qui est lesbienne. Donc, on pourrait se dire, oui, il y a un décalage par rapport à ce qu'on appelle la féminité hégémonique, la plus valorisée. Mais elle reste quand même une personne blanche, mère, et qui est petite fille de nazi. Parce que c'est ça aussi le point commun, c'est qu'elles s'ancrent toutes en disant qu'elles sont les héritières légitimes. Donc, Mélanie, ça va être héritière légitime de Mussolini de façon politique, Le Pen de Le Pen, et Weidel, petite fille de nazis. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, elle se base presque sur une rhétorique royaliste en disant il peut y avoir des femmes qui sont reines si elles sont la meilleure héritière. Et donc, elle joue un petit peu sur ça. Et dans la posture dans laquelle on les met, Giorgia Meloni, par exemple, quand elle dit je suis mère, je suis italienne et ça, on ne me l'enlèvera pas, elle se place elle-même comme le corps défendant littéralement de la nation, puisque dans les idéologies nationalistes, le corps des femmes est toujours comparé au territoire. Et donc, le corps des femmes menacées, violées par l'étranger, c'est les frontières qui sont violées. Et c'est pour ça que par l'extrême droite, c'est toujours on veut renforcer les frontières territoriales et aussi les frontières de genre. Ça va tout le temps ensemble. Sur cette idée d'héritage, évidemment, puisque tout à l'heure vous parliez, Hugo Paletta, du cas particulier de la France sur l'implication du vote des femmes pour les partis d'extrême droite. Pour le cas de Marine Le Pen, l'héritage, c'est évident. Oui, mais j'ajouterai un point à tout ce qui a été dit est évidemment juste, qui est que dans le cas de Mélanie et Le Pen, il me semble que ça s'ancre aussi très bien dans la stratégie de respectabilisation, de normalisation, de dédiabolisation, parce qu'un des éléments de diabolisation de l'extrême droite post-1945, c'est cette extrême droite est violente, elle est masculiniste, elle est associée à une culture viriliste de la violence, etc. Et donc,
à promouvoir d'une certaine manière, ou en tout cas avoir des femmes à la tête de ces partis, c'est une manière de dire nous avons rompu avec cet héritage violent de l'extrême droite traditionnelle. Donc il y a quand même un élément fort de démonstration publique en quelque sorte que nous ne sommes plus l'extrême droite du passé. D'ailleurs, nous ne sommes plus d'extrême droite, même si Marine Le Pen est entrée à 18 ans en 1986 au Front National, qu'elle a été formée par tous les vieux briscards de l'extrême droite des années 60-70, d'anciens collaborationnistes, d'anciens de l'OAS, etc. Elle est baignée de ce bain politico-culturel, mais elle aurait rompu, on ne sait trop comment d'ailleurs, avec ce courant, ce qui fait partie de sa stratégie de normalisation. Oui, d'ailleurs, vous expliquez dans votre livre que le projet du RN n'a pas changé, malgré cette idée de vouloir s'adoucir avec, effectivement, comme vous l'avez dit, cette image de la femme et l'idée de dédiabolisation, les évolutions de programme, en quelque sorte, pour vous, c'est simplement de la communication. Oui, c'est essentiellement de l'habillage parce que le cœur du projet, c'est l'ethnonationalisme. C'est un nationalisme ethniciste, volontiers xénophobe, raciste, qui postule qu'il faut je l'ai dit tout à l'heure, que la nation est en décadence et qu'il faut la libérer en quelque sorte de l'emprise des minorités, la libérer de la submersion migratoire. Tout ça est dans le Front National des années 70 et même l'idée que le parti doit rompre avec la culture de la violence, c'est déjà présent dans le projet même du Front National en 72. Le Front National est créé essentiellement par Ordre Nouveau, qui se dit il nous faut une vitrine électorale. Il faut en gros cesser la culture minoritaire et minorisante des bagarres de rue avec la gauche ou l'extrême gauche dans le quartier latin, en gros, pour se concentrer sur la scène électorale, pour sortir de la marginalité. Et donc le Rassemblement national est le produit direct de cette stratégie qui est présente dès l'origine en 72. Léana Lestra. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que là, on voit très bien comment le sexisme sert le fascisme, puisqu'avec cette idée que soi-disant les femmes seraient incapables de violence, eh bien, ça sert leur propos. Ce qui est intéressant aussi, je faisais un petit peu de veille autour des militants proches de Éric Zemmour, et du moment où Marine Le Pen a été jugée inéligible sur leurs réseaux sociaux, ils disaient ben voilà, on vous avait dit que cette femme était trop molle, qu'elle est incapable de taper du poing sur la table, de renverser l'échiquier politique. Il nous faut un Trump, il nous faut un Musk, un homme fort capable de redresser. Et on est allé trop loin justement dans cette féminisation de l'extrême droite et aujourd'hui on le paye. Donc on voit que c'est toujours à double tranchant et qu'ils savent très bien ce qu'ils manipulent. Oui, on voit en fait, ça c'est la stratégie pour le coup inverse, parce qu'il y a la stratégie de normalisation de l'extrême en quelque sorte, et il y a une stratégie de l'extrémisation du normal, c'est en gros d'extrémisation des droites. Trump est un homme de droite qui a cherché à extrémiser, radicaliser, d'une certaine manière fasciser le discours traditionnel du Parti républicain, et il a réussi en ce sens. Mais Zemmour également est un profil qui est quelqu'un qui était plutôt proche du RPR et qui a cherché à doubler en quelque sorte sa stratégie, c'est doubler par une surenchère islamophobe, xénophobe, anti-immigré, doubler le RN ou le FN sur sa droite. Et donc, c'est assez logique qu'ils adoptent ce type de profil. Et d'ailleurs, qu'ils retrouvent, qui est à leur tête en général. C'est le cas de Milei, donc plutôt des hommes avec ce profil très, y compris masculiniste, virulent et vis-à-vis des femmes, très clairement et explicitement misogyne dans le cas de Trump ou de Milei ou de Bolsonaro, par exemple, au Brésil. Qu'est-ce qui explique justement, puisque vous parlez aussi dans votre livre des réussites électorales du Rassemblement national, de l'idée que le parti a réussi à rassembler, à cristalliser le ressenti de millions de Français. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, peut-être cette étiquette fasciste qui est cachée, masquée, qu'on ne veut pas voir ou qu'on arrive justement à cacher, et les votes vers ces partis-là? Il y a énormément de facteurs. Il n'y a pas une clé, il n'y a pas un mécanisme qui explique ça. Pour moi, c'est essentiellement, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais le couplage entre une montée des incertitudes dans la société française, une peur généralisée du déclassement, de tomber socialement, qui a été couplée dans le discours public, dans le discours politique, dans un certain discours médiatique à partir des années 80, avec le discours anti-immigré et à partir des années 2000, notamment le discours islamophobe. Donc c'est ce couplage, en fait, c'est y compris la question du pouvoir d'achat va être pensée et dite du côté de l'extrême droite, exprimée dans le sens de si on n'avait pas autant d'étrangers, s'il n'y avait pas autant de réfugiés, s'il n'y avait pas autant d'immigrés, eh bien, on pourrait donner plus aux Français, on pourrait rendre leur argent aux Français, ils auraient moins d'impôts à payer, etc. Donc, même les questions de pouvoir d'achat, les questions dites sociales, sont pensées d'une manière à partir du clivage national-étranger, à partir d'une lecture ethnique, voire ethno-raciale et essentiellement xénophobe par l'extrême droite. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas de discours alternatif?
Si, il y a un discours traditionnel qui est le discours de la gauche, mais justement, qu'est-ce qui se passe Oui, mais traditionnel, vous dites. Oui. Ça veut dire qu'il n'arrive plus jusqu'aux oreilles des Français? Il arrive aux oreilles d'une partie des Français, puisque la gauche est parvenue à l'emporter unie avec une majorité relative, mais lors de la dernière élection, alors que tous les sondages donnaient le RN gagnant. Donc il y a quand même une écoute. Et puis par ailleurs, quand il y a des sondages d'opinion sur les grandes propositions, notamment de la gauche en matière de services publics, de protection sociale, d'augmentation des salaires, etc., en fait, il y a une large majorité de Français, par exemple, qui étaient hostiles à la réforme des retraites. C'est essentiellement la gauche sociale et politique qui s'est mobilisée contre la réforme macroniste des retraites. Donc je ne crois pas que ce discours, il ne porte pas. Je pense que plusieurs décennies de néolibéralisme ont annulé, presque anéanti l'idée qu'on pouvait bifurquer, c'est-à-dire qu'on pouvait changer de politique, qu'il y avait une alternative possible. Et c'est ce désespoir-là. Si vous êtes, c'est un peu ce que disait ma collègue, c'est que si vous êtes désespéré vis-à-vis d'une alternative, notamment et d'une redistribution des richesses, par exemple des riches vers les pauvres. Vous pensez que les riches sont d'une certaine manière intouchables, ils sont trop puissants, trop forts, etc. Eh bien, la seule redistribution à laquelle vous allez aspirer, c'est une redistribution non pas verticale des riches vers les pauvres, mais horizontale, en gros de ceux qui ne devraient pas être là ou ne devraient pas toucher d'allocations, ne devraient pas avoir de logements sociaux, ne devraient pas avoir d'emploi, ne devraient tout simplement pas exister en fait en France, et vers ceux qui sont les vrais Français, ceux qui ont un vrai droit, un droit plein et entier sur ce pays, sur ses ressources, sur les allocations sociales, etc. Et c'est pour ça qu'on doit aller de plus en plus vers une gauche qui est offensive et pas que défensive ou pas que en opposition à l'extrême droite et qui continue de proposer du progrès social, de la solidarité et de l'attention aux autres, justement. Hugo Paletta, vous dites dans votre livre, pour combattre le fascisme, il faut deux choses. D'abord, éviter que le Rassemblement national devienne un mouvement de masse et que, justement, cette bataille, je ne sais pas comment la qualifier, politique et culturelle, en quelque sorte, soit menée, qu'on définisse et qu'on pointe du doigt ce danger-là aussi. Oui, c'est ça. Alors, je pense qu'il y a nécessité de briser deux grands récits, qui est le récit de la normalisation. Ce n'est plus un parti dangereux pour les conquêtes sociales, pour la démocratie, etc. Et le récit de l'arrivée nécessaire, fatale, de l'extrême droite au pouvoir. Oui, c'est vrai qu'il progresse dans la société française, c'est vrai que l'extrême droite progresse au niveau mondial, mais il n'y a certainement pas de fatalité. On l'a vu d'ailleurs au printemps dernier. Tout le monde s'attendait à une victoire de l'extrême droite et c'est pas ça qui est arrivé. Donc il y a cette première nécessité et effectivement, par la suite, il y a d'autres éléments qui sont la bataille culturelle, la bataille sur le terrain des idées, pour faire reculer des idées nationalistes, xénophobes, racistes, islamophobes, etc. Mais aussi pour promouvoir un projet d'amélioration en fait du sort des classes populaires et même de l'ensemble, je dirais, des salariés. Parce qu'effectivement, la stratégie du tout sauf Le Pen, ou même d'ailleurs il y a 15 ans à gauche, c'était la stratégie du tout sauf Sarkozy, tout sauf Trump, tout sauf Berlusconi à une époque en Italie, ça ne marche pas. C'est le cordon sanitaire, la vieille idée du cordon sanitaire, on se met tous ensemble, quelles que soient nos idées, contre un personnage qui porte ces valeurs-là. À mon avis, c'est très bien si ça permet de redire que l'extrême droite est dangereuse sous plein d'aspects, mais ça ne fait pas un projet politique. On l'a bien vu aux élections états-uniennes, c'est-à-dire que Trump a été dénoncé comme fasciste, et il y avait de bonnes raisons de le dénoncer comme fasciste, ne serait-ce qu'il a quand même fomenté un coup d'État en janvier 2021. Il a tenu des discours sur les immigrés qui empoisonnent le sang de la nation américaine. Enfin, tout ça le ramène effectivement à une forme de néo-fascisme d'une certaine manière, mais ça ne suffit pas de le dénoncer sous cette forme-là, si vous n'avez pas d'une certaine manière une politique alternative à proposer. Et c'était le problème d'une certaine manière de Kamala Harris, qui était lié au bilan de Biden et au faible dynamisme de sa campagne et la faiblesse des propositions qu'elle faisait, je dirais, à l'ensemble des Américains et notamment aux classes populaires. Liana Estra. Je suis complètement d'accord, j'ai rien à rajouter sur ça. Je voulais vous poser une question sur justement cette bataille des idées. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est plus difficile? Est-ce que les partis de gauche, par exemple, sont plus démunis dans un contexte où il y a les réseaux sociaux, les idées de complotisme qui se diffusent, l'idée de... Voilà, les canaux de communication ont aussi peut-être changé, le militantisme ne passe plus de la même manière par des réunions locales, etc. Est-ce que ça fait partie des choses qui, pour l'instant, qu'on a repérées dans les partis politiques, mais dont on n'a pas encore trouvé de solution, en tout cas de nouvelles façons de faire?
Il y a plusieurs éléments là encore, hein. Il y a une forme de dépolitisation des organisations de gauche et même d'une partie des organisations syndicales, c'est-à-dire la perte d'un certain nombre de référents qui n'ont pas forcément été remplacés. Les grands référents de la gauche, c'était les classes, l'existence des classes, des inégalités de classe, de la lutte des classes. On a bien vu qu'il y a eu un recul à partir des années 80 parce qu'on a ringardisé ce discours-là, ces grands référents politico-culturels de la gauche sur un siècle et demi. Voilà. Donc il y a il y a cet élément-là. Effectivement, la gauche a eu du mal à s'adapter à un nouvel écosystème médiatique, notamment avec les médias web, les réseaux sociaux, etc. Je pense qu'une partie du retard a été comblée par rapport au début des années 2010. Il y a beaucoup de médias indépendants qui se sont créés, énormément de maisons d'édition indépendantes, de librairies, etc. Et sur les réseaux sociaux, il y a une bataille qui est menée par une partie d'influenceurs ou de forces de gauche ou de représentants de gauche. Donc il n'y a pas rien. Mais à mon avis, le maillon faible, d'une certaine manière, c'est la dimension militante et organisationnelle. Par rapport à il y a 15-20 ans, je prends un exemple que je connais, l'université, il y avait des grandes organisations syndicales étudiantes, en particulier l'UNEF, auquel on pouvait, il pouvait y avoir des critiques qui étaient adressées à l'UNEF, mais il y avait une vraie présence militante dans les universités qui faisait d'une certaine manière un travail de formation et d'encadrement collectif d'une partie des étudiants qui voulaient se politiser, qui se politisaient en général à gauche. Et d'ailleurs, ensuite, ça a essaimé dans les organisations, le PS, le PC, l'extrême gauche, etc. Ça n'existe presque plus. Enfin, les organisations syndicales étudiantes sont très affaiblies et c'est un peu ce qu'on retrouve un peu partout. Les syndicats ont continué de s'affaiblir dans les entreprises et les forces politiques sont peu présentes, relativement peu présentes, notamment dans toute une série de territoires périurbains, petites villes, zones rurales ou semi-rurales, qui sont justement les zones de force de l'extrême droite. Et d'ailleurs, vous dites pour éviter que le RN devienne un mouvement de masse, voilà, c'est ça qu'il faut surveiller aussi, c'est-à-dire l'idée de ne pas avoir ces militants sur le terrain, en tout cas de ne pas avoir une force présente sur le terrain. Effectivement, une des faiblesses actuelles de l'extrême droite, c'est que du RN en l'occurrence, c'est d'être une force essentiellement électorale et institutionnelle. L'affaire serait quand même déjà beaucoup plus compliquée si en plus c'était un mouvement militant de masse. Donc effectivement, il y a toujours un enjeu pour la gauche et depuis par exemple l'entre-deux-guerres, d'empêcher en quelque sorte l'extrême droite de s'implanter dans les territoires, dans les entreprises, dans les universités, parce qu'une fois qu'ils sont implantés, on l'a vu avec les groupuscules violents à Lyon, même pas forcément extrêmement nombreux, ils rendent la vie très difficile à ceux et celles qui défendent des idées d'égalité, de justice sociale, d'émancipation féministe, antiraciste, syndicale, etc. On parlait tout à l'heure de votre contrat de vigilance qu'on a expliqué, Léane Alestra. Face à ce contrat de vigilance, vous opposez la culture de l'attention. Comment est-ce qu'on peut définir ? Alors la culture de la vigilance, comme je le disais, c'est une culture qui est toujours défensive, donc qui va chercher un problème extérieur et essayer de le résoudre avec cette mentalité de forteresse assiégée. Donc c'est toute cette culture sécuritaire qui empoisonne le débat public aujourd'hui, alors que la culture de l'attention, entre guillemets, que je propose comme terme, ce serait plutôt celle justement de prendre en charge les problèmes, puisque l'attention, elle n'élude rien, mais c'est aujourd'hui une faculté qui est de plus en plus monopolisée, notamment par un flux d'informations, des nouveaux médias qui n'arrêtent pas, quoi. Et donc par l'attention, il y a cette idée donc d'attention aux autres, d'attention aux problèmes, d'attention au tissu social et d'essayer de recréer en fait un corps social et une société qui prennent en charge les problèmes de la marge vers le centre pour faire en sorte que tout le monde ne soit plus dans des positions d'insécurité, ne soit plus dans cette posture de vigilance, puisque si les plus précaires d'entre nous ont un filet de sécurité, alors plus besoin d'avoir peur justement de redescendre dans l'échelle sociale, puisque tout le tissu social est pris en compte. Et donc voilà, je me suis fait un peu. Recréer un corps social, c'est l'une des idées majeures aussi des partis de gauche. Oui, initialement, mais justement, enfin, la focalisation sur les enjeux électoraux, institutionnels, fait que tous les enjeux justement dont on parlait de bataille des idées, mais aussi d'implantation militante, ont été repoussés au second plan. Et il faut quand même voir, il y a 30 ans encore, il y avait des grandes organisations de gauche qui avaient des centaines de milliers d'adhérents, de membres. Le Parti communiste, évidemment, et le Parti socialiste. Mais même il y avait d'autres organisations qui avaient une certaine implantation. Cette implantation a beaucoup reculé. Et donc, il y a des discours qui sont portés dans l'espace public, médiatique, les médias web ou les médias traditionnels, et qui ont une audience, qui ont un public, des idées je le disais, d'émancipation, mais elles ont du mal à atteindre un public
plus large, qui n'est pas déjà captif en quelque sorte de cette gauche sociale et politique. Pour conclure, il y a une idée qui revient dans vos deux livres à la fin, c'est l'idée du projet révolutionnaire contre le fascisme. Comment est-ce qu'on peut le décrire en quelques mots et pour terminer, Léana Lestra? Eh bien, on peut le décrire comme un projet donc, qui est vraiment offensif et qui cherche justement une égalité radicale et qui cherche à composer avec les crises auxquelles on va devoir faire face, notamment la crise écologique, en cherchant justement à recréer aussi par la solidarité, par le faire ensemble, aussi des questions de créativité, puisque l'affect sécuritaire et la peur nous coupent aussi dans nos élans créatifs, et sauf qu'on a besoin de créativité pour penser des solutions et aussi pour prendre en charge les savoirs qui sont déjà présents aux marges, puisque les marges ont déjà l'habitude, avec 2 bouts de ficelle, de vivre dans des conditions extrêmes. Hugo Paletta? Oui, il faut bien voir que le fascisme, c'est, je dirais, la force contre-révolutionnaire par excellence, la force qui prétend en quelque sorte rétablir la loi et l'ordre, mais réassurer en quelque sorte et restabiliser, réaffirmer toutes les hiérarchies, toutes les inégalités de classe, de genre, raciales. Et donc, à ce type de projet-là, et qui cherche à s'ancrer dans la population, à ce type de projet-là, il me semble qu'on ne peut opposé qu'un projet de rupture, c'est-à-dire de contestation précisément de grands rapports de domination, d'exploitation, d'oppression et des inégalités qui sont la matérialisation de ces grands rapports de domination. Donc si effectivement on veut contester in fine la montée du fascisme, on ne peut pas ne pas retrouver cette idée de rompre avec les grands rapports de domination qui structurent notre société. Merci à tous les deux. Je rappelle vos deux livres. Hugo Paletta, Comment le fascisme gagne la France, de Macron à Le Pen. C'est aux éditions La Découverte. Léana Lestra, Les vigilantes, surveillées et surveillantes, ces femmes au cœur de l'extrême droite, aux éditions JC Lattès. Merci à tous les deux. Les matins du samedi se poursuivent jusqu'à 9h.